Salut à tous, aujourd'hui je vous présente Eussia Torments of Resurrection. Je profite de la deuxième campagne de ce jeu qui a failli ne pas voir le jour, hein. Il y a eu une petite aventure là-dessus. Et je vous fais un retour sur le jeu, je vous présente le jeu, je vous fais mes retours en même temps. Et de toute façon ce jeu est un excellent jeu. Mais par contre je vous demande pas de me croire, je vous demande de regarder la vidéo derrière et vous verrez pourquoi. Donc dans Eussia, vous allez jouer, chaque joueur va jouer un personnage. Vous avez différents personnages qui existent. Ici, vous avez par exemple Maeldur, donc c'est une sorte de sorcier. Et vous voyez que chaque feuille de personnage sera composée de la même façon, avec une partie capacité à gauche, une partie point d'action ici, le stock de pièces d'or, ici les points de vie. Donc les points de vie, c'est le petit bémol, je trouve, sur la fiche de personnage, c'est qu'on a le maximum de points de vie qui est indiqué par ce petit pion ici, et la vie en cours qui est indiquée par ce pion ici qui va varier. D'accord ? Donc ça peut très bien bouger, et on pourrait perdre l'indication. À droite, vous avez l'équipement du personnage. Vous avez donc ce qu'il a sur lui comme équipement, mais également ce qu'il porte dans ses besaces. Attention, le nombre d'emplacements est limité. Il est de 3 au départ, il peut augmenter ou il peut réduire en fonction de ce qu'on va porter sur soi, donc en termes d'équipement, ou de ce qu'on va récupérer aussi comme objet. A noter qu'ici, par exemple, moi j'ai 4 emplacements parce que j'ai un bonus ici de plus 1, et que j'ai aussi un trophée, c'est un ours que j'ai éliminé, un grizzly. Donc il vient partir, il prend un emplacement aussi, si je le récupère comme trophée. En bas, vous avez les jetons de gare, et les gemmes et les essences. On y reviendra plus tard. Donc le plateau va contenir tout ce que peut avoir le plateau, ce que va pouvoir récupérer le joueur en fait. Et ça c'est déjà assez bien, c'est que ça nous permet d'avoir une taille plutôt restreinte et qui ne va pas s'étendre au fur et à mesure de la partie. Tout va se trouver sur le plateau. Alors, oui, on a quand même sur la droite, sur la gauche ici plutôt, des jetons pour mon personnage. Vous voyez que j'ai des rangements exprès pour chaque personnage. A noter que les rangements comme ça viennent avec le jeu. Je trouve que c'était pas optimisé, moi je les ai rangés autrement, mais tout tient dans la boîte et ça c'est assez sympa. Chaque personnage va venir également avec un nombre de jetons comme ça, ce sont des jetons compétences. Donc ça veut dire que le personnage va pouvoir évoluer tout au long de la partie. Donc on va évidemment savoir comment débloquer ses capacités supplémentaires, donc ça peut être des capacités, ça peut être des armes, différentes choses. Sur les emplacements qui sont ici, il y a la manière de débloquer l'emplacement, donc ici ça peut être une essence ou de l'or, et le type de capacité, donc ça peut être de la capacité, mais ça peut être également une arme. Donc ça c'est pour le personnage, évidemment ça va être au centre du jeu du joueur, puisque c'est le personnage qui va devoir agir sur le plateau, et tout va tourner sur lui, d'accord ? Et donc c'est grâce à tout ce qu'il va pouvoir récupérer qu'il va pouvoir accomplir des scénarios, des quêtes et ainsi de suite. Donc Eussia est un jeu à scénario. Donc ça veut dire que quand vous commencez une partie, vous choisissez d'abord un scénario. Les scénarios sont regroupés dans le livre de règles, enfin dans le livre des scénarios plutôt. Donc ici, puisque c'est un jeu à scénario, dans chaque scénario, on aura comme ça sur ce plateau-là, un décompte des tours. Donc ici sera le nombre de tours. Donc votre scénario sera limité en tours. On vous demandera d'accomplir les objectifs avant un certain nombre de tours. Et tout autour, vous avez une piste qui va permettre deux choses. Non seulement de compter votre réputation, puisque de toute façon, à la fin, on décomptera le nombre de réputations qu'on peut avoir. Il y a un cumul qui sera fait entre votre réputation sur le plateau et des choses que vous aurez accomplies pendant le scénario. En plus de ça, vous allez voir que sur cette piste, on a des endroits qui sont indiqués par des petits livres, et ça va vous donner en fait le niveau que vous avez atteint par rapport à vos points de compétence. Donc par exemple, mon personnage est arrivé au niveau 9 sur la piste de réputation, il va pouvoir révéler les tuiles qui sont de ce niveau 9. Et toutes celles qui sont avant, évidemment, d'accord ? Que j'ai déjà révélées. Donc ça nécessitera une action, mais ça veut dire que les points de réputation ne servent pas qu'à compter des points à la fin, c'est aussi votre avancée, votre évolution de personnage dans l'aventure. Le jeu va se décomposer en manches. Chaque manche, on va avancer le marqueur du premier joueur du tour, si on est plusieurs joueurs, en solo j'ai qu'un seul marqueur, et c'est le marqueur du premier joueur du coup, et donc à chaque manche, on va avancer le marqueur pour savoir combien on a fait de manches. Le scénario étant souvent limité en manches, eh bien, arrivé à la dernière manche, on verra si on a obtenu les objectifs, et ensuite on comparera les scores de réputation s'il y a besoin. Donc comment va se dérouler chaque manche ? À partir du premier joueur, un joueur va prendre
à chaque début de manche 3 jetons action. Donc c'est un jeton de chaque type. Alors comment je connais les types? C'est qu'en fait sur chaque jeton vous avez ici une action et un nombre de mouvements. Voilà, ce sont des actions, 3 actions différentes. Alors on peut voir sur le plateau qu'il y a 4 emplacements. Pourquoi? Parce que d'une manche sur l'autre, je peux économiser une action. Ça veut dire que potentiellement dans une manche, même si j'ai mes 3 actions comme ça, je peux en utiliser que 2. Ça veut dire qu'à la fin de la manche, cette action que je n'ai pas utilisée, je vais la mettre ici. Et au début de la manche suivante, je vais remettre cette action-là et une autre action qui correspond à ce type-là. Ça veut dire que cette action, à la manche suivante, je pourrai la faire 2 fois. Donc la première chose intéressante dans ESIA, c'est justement ces jetons actions. De toute façon, tout tourne autour de ces actions. Pourquoi? En fait, ce sont des actions des jetons avec double action. Ici, ce jeton me permet soit d'avoir un point de déplacement, soit de faire une action pour miner, pour extraire du minerai. Cette action-là me permet d'avoir 2 points de mouvement ou de faire une action de commerce. Et cette action-là, enfin, me permet de me déplacer de 3, d'avoir 3 points de mouvement, ou de faire une action de combat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux me déplacer et faire un combat, je ne peux pas utiliser uniquement ce jeton. Ce jeton me servira pour faire le combat. Donc il faudra que j'utilise un des autres jetons pour avoir des points de mouvement. D'accord? Donc c'est toute la partie un peu tactique et optimisation de ma manche. Ça va être d'utiliser mes jetons d'action au mieux pour faire le maximum d'actions dans mon tour. Donc ici, ce sont les actions principales, les actions qui ne sont pas gratuites. Donc on a extraire du minerai, commercer, combattre. Vous avez d'autres actions gratuites qui vont dépendre des tuiles sur lesquelles vous êtes. Donc on va passer à la partie terrain pour voir comment ça se passe. Donc voilà le terrain qui a été découvert. C'est-à-dire qu'au départ, au début de la partie, vous n'avez qu'une seule tuile. Ici, c'était la tuile qui représentait le monastère avec un prêtre. Donc c'est défini, la tuile de départ est définie par le scénario. Ce sera souvent soit le monastère avec un prêtre, soit le monastère sans prêtre. Donc vous voyez que chaque tuile est de cette forme-là. Et on a une réserve de tuiles qui est définie au début du scénario et qui va par ordre croissant. Donc à savoir que les tuiles les plus avancées ont plus de danger ou des monstres de plus haut niveau. Mais c'est également dans ces tuiles-là qu'on trouvera parfois les tuiles d'objectifs. Alors la première chose, je dis qu'il y avait des actions gratuites, l'exploration par exemple n'est pas une action. L'exploration est en fait un événement déclenché, on va dire. À partir du moment où mon personnage, qui est ici, c'est le personnage de mon sorcier, donc je vous laisse admirer la figurine qui est bien sympathique. Donc à partir du moment où mon personnage se trouvera dans un hexagone et qu'à côté il y a des endroits qui n'ont pas été explorés, je tirerai autant de tuiles nécessaires pour que tout ce qui entoure mon personnage soit révélé. Et là, c'est un gros point fort du jeu, je trouve, c'est qu'on n'attend pas longtemps avant de voir la carte se révéler. La progression est assez rapide au niveau de la découverte de la carte. Parce que rapidement, si vous vous trouvez par exemple ici, eh ben vous allez révéler tous les hexagones qui sont ici. Donc potentiellement prendre plusieurs tuiles et les révéler comme ça. Donc ça, c'est un truc bien sympathique. Ensuite, les actions, je vous le dis, gratuites, donc qui ne sont pas l'extraction de minerais, le combat et le commerce, vont être sur des tuiles qui ont des petits dessins. Donc ici, par exemple, on aura, alors je vais faire plus proche, ici par exemple, c'est une tuile avec un trésor, un certain type de trésor. Vous avez 3 types de trésors possibles. Donc vous avez celui-là, vous avez celui-ci aussi, et vous en avez un dernier, mais qui doit être ici, qui est celui-ci. Donc ici, c'est une action gratuite, ça veut dire que vous pouvez révéler un trésor qui correspond à l'icône qui se trouve sur l'endroit où vous vous trouvez. Ce n'est pas une action, c'est une action gratuite. Ce que vous allez faire par contre, c'est qu'une fois que vous allez découvrir ce trésor, vous allez mettre un marqueur de votre personnage pour indiquer qu'ici le trésor il a été pris et personne d'autre pourra le prendre. Alors en solo, pas de souci. En compétitif, ça change les choses puisque c'est le premier arrivé sur un trésor qui pourra le récupérer. Comment est-ce que je fais pour récupérer un trésor? C'est très simple. J'ai ici mes piles trésors, il y en a quand même pas mal, et je tire en fonction de l'endroit où je me suis trouvé le trésor qui correspond. Donc vous voyez que ce sont des tuiles
du même style que les tuiles d'équipement, ça veut dire que derrière on pourra récupérer différentes choses. Autre action gratuite, nous avons par exemple ici des portails. Donc le portail vous permet de vous téléporter vers un autre portail. D'accord ? La téléportation existe dans le jeu et nous permet de nous déplacer vers un portail ou vers une case adjacente, mais sinon je peux utiliser gratuitement un portail à partir du moment où je suis dessus. Donc pour utiliser celui-ci par exemple, je devrais faire un mouvement, après une action gratuite pour me trouver sur n'importe quel autre portail, j'en ai un ici, et ensuite je pourrais continuer à utiliser des points de mouvement si j'en ai encore, ou faire d'autres actions. Donc autre action gratuite, les quêtes. Donc les quêtes, c'est toutes celles où vous avez un point d'interrogation comme ici. J'en ai une ici, j'en ai une qui est un peu plus haut là-bas. Et j'en ai une un peu plus bas ici. Donc ça c'est pareil, c'est gratuit. C'est-à-dire que si vous avez de quoi accomplir la quête, vous pouvez l'accomplir. Alors comment ça se passe pour la quête ? Quand vous révélez une tuile qui a une quête justement, donc qui a un des dessins, vous allez prendre un deck de cartes. Je vais prendre la tour là-haut, qui a ce dos-là. Donc il y a plusieurs cartes, je crois qu'il y a 7 cartes ou 8 cartes qui ont ce dos-là. Vous allez mélanger et vous allez mettre à disposition un nombre de cartes qui équivaut au nombre de joueurs plus 2. D'accord ? Et en révéler 2. C'est-à-dire que vous aurez 2 quêtes qui seront liées à cet endroit-là, révélées, et vous en aurez d'autres qui ne sont pas encore révélées. Par contre, vous n'allez pas jouer avec toutes les quêtes. Ça veut dire que même si dans une deuxième partie derrière, vous tombez sur la même quête, il n'y en a pas non plus 40 000, vous n'aurez pas forcément les mêmes quêtes de disponibles, donc pas les mêmes récompenses. Alors les quêtes vont être différentes les unes et les autres, c'est-à-dire que cette quête-là ne fonctionnera pas forcément de la même façon que la quête qui correspond à celle qui est ici. Donc une quête, par exemple, ici, ça m'indique que si je rapporte au lieu de la quête soit une armure de type botte, soit une armure de type casque, j'aurai la récompense qui se trouve en dessous. D'accord ? Ou alors, ça peut être ici, par exemple, apporter n'importe quelle pièce d'armure pour une valeur totale d'au moins cette valeur-là, donc ça peut être plusieurs pièces d'armure, et j'aurai la récompense qui se trouve en dessous. Mais ici, ça peut être, je peux récupérer des marchandises au monastère, les emmener chez un marchand, à chaque fois que je vais les emmener, je vais mettre un point de mon héros dessus, et quand je vais revenir au monastère, je vais gagner ce qui est marqué ici. D'accord ? Donc ce ne sont pas des quêtes complexes. Alors, parfois, on vous demandera plus de choses, certaines essences, certaines armes, des choses comme ça. Ce ne sont pas des quêtes complexes, c'est pas des quêtes qui vont faire « waouh, quelle quête !» Mais c'est juste la petite dose de gameplay de quête qui vous demande de rechercher quelque chose et de le ramener à un endroit, puisqu'on a vu que le déplacement et tout ce qui est gestion des actions est un peu la contrainte du jeu. C'est tout ça qui fait que la quête, elle a juste la petite dose qu'il faut pour avoir l'impression d'avoir une quête, justement, et de faire autre chose que de se déplacer et miner ou faire du combat. Et donc vous pouvez avoir plusieurs quêtes, et vous avez en fait, en fonction des tuiles et du niveau des tuiles, différents niveaux de quêtes. Donc autre action gratuite qui concerne les chapelles, donc c'est par exemple notre lieu de départ, le monastère, la chapelle qui se trouve ici. Alors, il faut savoir que sur ces tuiles-là, sur les tuiles avec des grands bâtiments comme ça, en fait on a 3 hexagones, et on a une position centrale qui n'est pas forcément indiquée, on a une position centrale qui n'est aucun des autres hexagones. Ça veut dire que quand je suis ici, quand je veux me déplacer, il faut que je fasse d'abord 1, par là par exemple, ou 1 sur celui-là, ou 1 ici, pour me déplacer. Donc la chapelle est un lieu à part, et sur les chapelles, par exemple, je peux payer une pièce d'or pour me soigner de 6, ou je peux payer une pièce d'or pour acheter une potion de soin. D'accord ? Ça, ce sont des actions gratuites aussi, à partir du moment où je suis sur une chapelle. Enfin, la dernière action gratuite du jeu, ce sera, sauf s'il y a une action gratuite indiquée dans le scénario, mais sinon ce sera les défis un élémentaire. Vous voyez que sur le plateau ici, j'ai un élémentaire ici, ce ne sont pas les mêmes, j'en ai un qui est également ici. Alors les élémentaires ont 2 particularités. La première, c'est qu'on peut aller les défier, et qu'en fait, vous allez avoir des cartes pour chaque élémentaire, donc on a l'eau, l'air, le feu et la terre, et qu'ici, on va pouvoir faire un défi. Alors attendez, ici plutôt, on voit la récompense qui est associée au défi. Donc je vais vous expliquer comment fonctionne le défi après. Mais voilà, on pourra obtenir ces récompenses-là grâce à un élémentaire. Une fois qu'on a fait un défi contre un élémentaire, on ne peut le faire qu'une seule fois, et même si on le rate d'ailleurs, on place son jeton pour dire moi j'ai déjà fait le défi. L'élémentaire n'est pas éliminé, on n'a pas éliminé l'élémentaire. Et le deuxième effet des élémentaires, donc ça c'est une action gratuite, et le deuxième effet des élémentaires, qui est un effet passif, c'est que l'élémentaire a un effet sur sa case et toutes les cases adjacentes, enfin tous les hexagones adjacents. Donc ici par exemple, lui ça va être ici, et lui par exemple aussi, il agit
ici, 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 ici. Donc celle-là, et celle-là, il agira sur celle-là aussi, quand elle sera révélée. D'accord? Donc quels sont ses pouvoirs? L'élémentaire d'eau qui est le plus sympa, qui se trouve ici, c'est que dès qu'on pénètre sur une case adjacente ou sur sa case à lui, on se soigne de 2 points de vie. Et c'est super intéressant d'avoir un élémentaire d'eau. L'élémentaire de terre et l'élémentaire de vent ont un effet pendant les combats. L'élémentaire du vent, et sur sa case, sur toutes les cases adjacentes, fait que si vous faites un lancer de dés dans un combat ou en dehors d'un combat, le dé qui a la valeur la plus élevée est retourné sur sa face, est retourné sur la face opposée. Donc si le plus élevé c'était un 1, ben ça devient un 6, mais c'est quand même plutôt rare. Par contre si c'était un 6, ça devient un 1. Donc c'est un peu embêtant. C'est valable pour les héros, c'est valable pour les ennemis également. C'est valable sur tous les lancers de dés en combat et hors combat. L'élémentaire de terre va ajouter plus 2, que ce soit sur les ennemis ou sur les lancers de dés. En dehors et pendant les combats. Donc le feu nous fait 2 blessures, donc c'est l'inverse de l'eau. Et évidemment, si vous êtes sur une case, si vous rentrez sur une case qui est influencée par les 2 élémentaires, potentiellement, une des cases qui est ici, il y a un élémentaire d'eau à côté, bah, les effets s'annulent. Donc vous ne prenez pas de blessure, mais vous ne vous soignez pas de 2 non plus. Donc ça c'est pour les élémentaires. Vous pouvez aller le défier pour récupérer des ressources particulières aux élémentaires. Par exemple l'eau ici, on différencie ici c'est de l'essence, et vous pouvez aussi parfois récupérer seulement des gemmes. Mais vous avez aussi d'autres trésors. Ici ce sont des trésors par exemple qu'on récupère. Donc voilà pour les actions gratuites. On va rentrer dans le détail des actions qui ne sont elles pas gratuites, qui sont liées aux jetons d'action. Donc la première chose à dire aussi, un truc qui est super sympa, c'est que le mouvement, quand vous décidez d'utiliser un pion pour son mouvement, vous l'utilisez pour dire « Ok, j'utilise un mouvement, mais pendant votre mouvement, ou avant ou après, et à n'importe quel moment de votre mouvement, vous pouvez faire une action gratuite ou une action non gratuite. » Ça veut dire que je vais prendre le cas où on a le déplacement le plus long, ou même pas, je vais même faire plutôt ça. Ici, je peux dire, j'utilise mon pion pour avoir 2 points de mouvement. Ok, le pion d'action est utilisé pour 2 points de mouvement. Mais je peux très bien dire, je fais 1 point de mouvement, je me déplace ici. Ici, je me trouve sur une zone qui n'est pas libérée, j'ai pas de marqueur de joueur, donc pas mon marqueur en tout cas, et il y a un symbole de monstre qui se trouve ici, monstre de niveau 1 parce qu'il n'y a qu'une épée. Quand il y a 2 épées, c'est un monstre de niveau 2, quand il y a 3 épées, c'est un monstre de niveau 3. Ici, les points, on y reviendra. Et ici, ça fait partie des récompenses, des cartes argent et des pièces d'or. Donc ici, quand j'arrive sur une case comme ça, je suis obligé de m'arrêter et de combattre. Par contre, ça veut dire que pour pénétrer sur cette case-là, j'ai besoin d'avoir encore de disponible cette action de combat. Pas pour son mouvement, mais pour son action de combat. Donc je pourrais très bien dire, ok, j'ai pris 2 mouvements. Donc j'ai fait 1, je fais un combat, et après, quelle que soit l'issue du combat, si admettons que j'ai gagné le combat, il me restera toujours le 1 point de mouvement. Donc si jamais les tours sont un peu longs ou qu'on fait un combat qui peut durer, il y a des marqueurs qui vous indiquent combien il vous reste. Ça veut dire que vous pouvez prendre un marqueur pour vous rappeler, ok, il me reste 1 point de mouvement, et qu'à la fin du combat, si j'ai gagné le combat, si je ne suis pas mort dans le combat, je pourrais utiliser ce point de déplacement, par exemple, pour aller juste à côté, récupérer le trésor, qui se trouve ici, qui est une action gratuite. D'accord ? En plus de ça, déjà, quand j'arriverai ici, avant de faire le combat, je vais révéler une tuile ici. Et si je me déplace après ici, je révélerai aussi une tuile qui se trouve ici, puisque ici j'aurai des côtés vides. D'accord ? Donc ça veut dire qu'en fait, en votre tour, même avec ces 3, et là j'aurais utilisé que 2 actions en fait, j'aurais utilisé celle-là et celle-là, il me restera toujours celle-là, qui me permet soit d'extraire du minerai, soit de me déplacer. Et c'est-à-dire qu'avec ces 3 actions, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui vont se révéler aussi, soit des quêtes, soit des choses comme ça, des nouveaux ennemis, enfin des nouveaux niveaux d'ennemis, des nouvelles récompenses. Donc c'est ça qui est aussi assez sympa, car on a peu de choix, peu d'actions, mais la façon dont on va les jouer va faire que votre plateau, votre partie va évoluer différemment, et la rend intéressant en fait. Et on a toujours de la découverte à faire. À partir du moment où vous êtes sur un bord du plateau, vous allez découvrir des nouvelles tuiles. Donc, tant qu'il y en a dans la réserve qui a été constituée au début par le scénario, mais c'est quand même un truc assez fun et assez marrant, et c'est assez rapide. Je trouve que c'est plutôt rapide dans l'exploration, et c'est ce qui est très agréable. Alors évidemment, on pourra reprocher à Eusia peut-être son côté un peu générique au niveau des tuiles, puisqu'on a, il y a 4 niveaux, il y a 5 niveaux de tuiles, donc on a 5 niveaux un peu de type de terrain. Ça va du terrain bucolique de niveau 1,
Et là, on doit être sur du niveau 4, par exemple, ça devient un peu plus comme de la lave et des volcans, et ce sera encore un peu plus sur le niveau 5. Donc plus on explorera loin, ou du moins plus on attendra pour explorer des tuiles, plus on aura un décor qui sera un peu apocalyptique, ou un peu volcanique plutôt, on va dire. Mais je trouve que l'ensemble est bien sympathique. Donc par exemple, et ici, c'est pareil, vous avez la carte qui ne sera jamais la même. Ici, je suis parti dans la longueur, ça peut dépendre aussi du placement des portails, parce que ça permet d'aller très loin, le portail, rapidement, mais vous pourriez avoir votre carte qui va comme ça, en étoile, et ainsi de suite. Alors évidemment, vous n'avez pas la même rapidité d'exploration quand vous êtes tout seul ou à plusieurs joueurs, ça va évidemment, plus il y a de joueurs, plus l'exploration est rapide, mais il y a également plus de tuiles, d'accord? Donc la carte est plus grande aussi. Donc il n'y a pas de restriction. Comment ça se passe au niveau de la pose de tuiles, justement? Alors je vais remettre mon personnage où il était. La pose de tuiles, c'est très simple, vous avez ici, sur chaque tuile, vous avez le type de tuile, en fait, je vais vous faire voir une tuile précisément. Ici, vous avez le type de la tuile. Vous avez ce dessin-là, et vous avez d'autres tuiles, par exemple celle-là qui a ce dessin-là. Donc ça, en fait, dans le scénario, on vous dit combien de chaque type de tuile, de combien de tel niveau vous devez placer, enfin, vous devez mettre dans votre pile. Et quand vous placez la tuile, vous faites en sorte que les dessins soient tous dans le même sens et que ça fasse un dessin complet. Comme ça, elles sont toutes orientées de la même façon. Donc ça, c'est plutôt simple. On cherche pas, on sait comment poser la tuile, il y a vraiment pas de souci. De toute façon, de manière générale, elles sont toutes orientées de la même façon. Donc l'action de combat, on a vu, ça permet de combattre les monstres qui se trouvent ici. Donc les monstres, je vous dis, ici par exemple, on a un monstre. Donc là, ici, je l'ai pas passé encore, c'est un niveau 1. Mais ici, par exemple, vous avez un niveau 2. Ici, un niveau 3. Vous voyez le nombre d'épées. Quand on va affronter un monstre, donc on verra en détail dans le combat, vous avez des cartes ici, ça c'est les cartes de niveau 1 donc, et ça vous donne la récompense. Par contre, vous ne connaissez pas encore, donc ça vous savez quelle récompense vous aurez avec le prochain monstre, de tel niveau, mais vous ne savez pas encore quel monstre vous allez affronter. Vous avez seulement une indication ici qui vous dit le nombre de points de vie qu'il risque d'avoir, donc entre 3 et 5, et le nombre de dégâts maximum qu'il peut faire, et minimum, donc entre 1 et 3. En plus de ça, vous avez des monstres de type élite. Donc ils ne sont pas dans tous les scénarios, mais il peut y avoir des scénarios avec des monstres élites où on peut décider de les mettre. Alors les monstres élites, c'est un peu différent. On avait un système de double carte, des cartes primes. Là ici, par exemple, on vous dit la vouivre prime, elle se trouve sur ce château-là. Je ne sais pas si je l'ai révélé d'ailleurs, ce château-là. Peut-être pas encore. Et à partir du moment où j'aurai révélé ça, je pourrai aller combattre en plaçant au milieu de la tuile. Donc c'est pareil, ici, quand il y a 3 emplacements et qu'il y a un bâtiment au milieu, je peux me placer sur l'emplacement qui se trouve là. Avec un mouvement, c'est-à-dire que si je suis ici, il faut que je dépense un mouvement pour aller là. Et je peux aller combattre la vouivre, qui se trouve juste là. Donc voilà une carte monstre, qui vous indique ici, donc là c'est un monstre élite, ses points de vie, différents effets qui vont arriver en début de combat, et ici les effets de son attaque. Donc en fonction de son résultat d'attaque, 4, 6, 7, 10 ou 11+, on a le nombre de dégâts, et un effet supplémentaire, par exemple, ici. D'accord ? Donc vous pouvez voir que les illustrations sont plutôt sympas. C'est pas, elles sont minimales, mais moi, je les trouve plutôt bien faites. Hein. Et les cartes sont assez lisibles. Donc là, c'est spécifique pour les monstres élites. On saura quel monstre élite on combat, dans quel lieu. Ensuite, vous avez l'autre action intéressante, c'est l'action de commerce. Donc le commerce, on peut le faire dans 3 endroits différents. Il y a 3 types de commerce. Alors ici sur le plateau, j'en ai un qui est ici, donc ce sont les alchimistes. Vous en avez un ici, c'est le marché, classique. Donc vous avez aussi ce 3e type de bâtiment, c'est la tour des Soroctones. Alors, pour utiliser par contre la tour des Soroctones, il faut avoir libéré toutes les tuiles. Libéré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai plus de monstres qui traînent sur aucun des hexagones de la tour. Donc ça veut dire que pour pouvoir utiliser et faire du commerce ici, il va falloir que j'élimine d'abord ce monstre de niveau 2. Et une fois que ce sera fait, je pourrai aller ici faire du commerce. D'accord ? Donc c'est les 3 types de bâtiments. Vous avez la tour des Soroctones, les marchands, les alchimistes et les marchands ici. Alors comment ça se passe après quand vous allez faire du commerce ? Alors vous n'allez pas pouvoir faire que du commerce. Vous allez pouvoir évidemment acheter des équipements. Mais c'est aussi quand vous allez faire du commerce, dans les phases de commerce, dans l'action de commerce plutôt, que vous allez pouvoir upgrader, en fait, améliorer votre personnage. Alors comment ça va se passer ? On va d'abord regarder le marché. Donc au niveau des phases de marché, vous avez les 3 types de bâtiments qui sont représentés ici. Donc vous avez déjà cette première, ici on le voit mieux ici, hop là.
les marchands, les alchimistes et les tours des sorts autochtones, qui sont ici. Donc chaque marché a une proposition à vous faire, avec différents équipements. Vous avez le coût de l'équipement, en dessous vous avez le coût de revente, vous pouvez revendre de l'équipement que vous avez, et ensuite vous avez les différents effets. Donc, et vous avez aussi les différents types d'équipements. Par exemple, vous avez des armes, avec un dessin d'épée, vous avez de l'équipement pour les bottes, vous avez le symbole qui va représenter ce qu'on trouve aussi sur la fiche de personnage, et à quel endroit on va le mettre en équipement, vous avez des parchemins, et ainsi de suite. Donc parfois, vous avez des choses qui sont à utiliser qu'une seule fois, une fois que vous l'aurez utilisé, vous le défausserez, le parchemin, et parfois ce sera de l'équipement permanent. Donc chaque équipement peut faire des choses. Par exemple, cet équipement-là, les genouillères, elles vont vous permettre d'avoir 3 points de vie maximum en plus, et en plus d'augmenter votre vie de 3 immédiatement. Par contre, ça va vous faire perdre un emplacement, donc vous serez moins agile, il y a un emplacement de moins, et quand on a un emplacement de moins, c'est un truc qui est très bien fait, c'est qu'on a des petits pochons comme ça, pour combler les emplacements sur la fiche de personnage, comme ça on n'oublie pas qu'on a l'emplacement de moins. Vous avez après le bouclier par exemple a différents effets pour le combat, et ça se met comme une arme. Ça veut dire qu'il faut avoir un emplacement avec cette information-là pour pouvoir l'équiper. C'est pas tous les aventuriers qui l'ont. Du moins ça vous limite. Donc voilà. Et en plus de ça, chaque lieu où vous faites du commerce vous permet de vous soigner contre une pièce d'or. Ici, ce sont les jetons gare, parce que c'est un endroit où on peut acheter les jetons gare. Les jetons gare, on va revoir leur intérêt pendant le combat. Ça va vous permettre de modifier les lancers de dés, en fait. Donc, en plus de ça, pour chaque marché, vous allez avoir la possibilité de rafraîchir le marché une fois gratuitement, et ensuite, pour chaque refresh du marché que vous voudrez faire, avant d'avoir acheté ou après avoir acheté un équipement, vous pourrez faire un refresh. Le premier est gratuit, et ensuite, c'est une pièce d'or pour chaque refresh. Donc ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de limitation, on n'est pas bloqué, on n'est pas frustré par l'offre du marché, parce qu'on trouve toujours quelque chose qui va pouvoir matcher avec notre personnage, ou on va pouvoir partir dans une direction sans problème. Donc sur le personnage, j'ai les emplacements pour l'équipement, donc voilà, les genouillères qu'on a vu tout à l'heure, on pourrait les placer ici. Mais là c'est pareil, à partir du moment où j'ai un coup ici, ça veut dire qu'il faut que je débloque l'emplacement, je ne l'ai pas automatiquement. Donc c'est pas forcément thématique de ne pas pouvoir dire, je peux pas mettre de genouillères là où j'ai envie, mais c'est la façon dont c'est prévu ici. Donc si j'ai envie de le débloquer, et en fonction des personnages, ce sera pas toujours la même façon, il faut que je paye une pièce d'or pour débloquer cet emplacement-là. Et ensuite, une fois que j'aurai acheté l'équipement qui va ici, je pourrai le placer dessus. Si jamais j'ai débloqué cette zone-là, mais que je n'ai pas d'équipement à mettre dessus, j'utiliserai des petits marqueurs de personnages, comme ça, pour indiquer que c'est débloqué, pour m'en rappeler. Donc ça, c'est pour les équipements. Donc vous voyez qu'on est limité en équipement, je peux avoir qu'une seule armure, qu'une seule paire de genouillères, et qu'une seule paire de bottes, une seule paire de gants, un seul casque. Et ici, vous avez les capacités du personnage. Les capacités du personnage, c'est pareil. Vous en avez qui sont libres au début de la partie. Je crois que vous avez parfois des équipements directement, ou des capacités directement au début de la partie, en fonction du personnage. Et vous avez d'autres emplacements qui sont à débloquer. Donc par exemple, ici, j'ai débloqué celui-là en payant 5 pièces d'or. Donc ici, je paye 5 pièces d'or ou je dépense une essence de ce type-là, 7 pièces d'or ou une essence de type feu, donc là c'est de la terre, peut-être de l'eau, je sais plus. Non, l'eau elle est ici, je sais pas. 6 pièces d'or et une essence de ce type-là, 4 pièces d'or ou une essence de ce type-là. Et une fois que c'est débloqué, je vais pouvoir y mettre des capacités. Donc vous avez ici, soit des armes, il y a un petit symbole d'arme ici, et il y a le petit symbole d'arme ici, ça veut dire que celle-là, je peux la mettre ici. Soit ici, après vous avez plusieurs symboles, donc ça peut être une arme de jet, une arme d'initiative plutôt, on verra dans le combat pourquoi il y a une arme d'initiative, ça je ne sais plus à quoi ça correspond, et des capacités, car par une petite boule de verre, boule de cristal. Donc là par exemple une capacité, j'ai débloqué l'emplacement, j'ai acheté cette capacité-là, là c'est le coût de la capacité, et je l'ai mis ici. D'accord. Donc de la même manière que je débloque des zones d'équipement, je peux débloquer des zones de capacité. Elles sont un peu plus chères, mais elles sont aussi un peu puissantes. Ensuite, derrière chaque capacité, vous avez un niveau. Ici, c'est des niveaux 4, ici des niveaux 6, et ça, c'était celle de départ. Sur la piste de score, on a vu qu'il y avait aussi une piste de réputation, et sur la piste de réputation, il y a certains endroits qui sont avec un livre, marqué 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, etc., qui vont correspondre au niveau que vous avez aussi ici. Donc là 9, après vous avez 12, et ainsi de suite. Quand sur la piste de réputation vous passez un niveau, vous ne révélez pas immédiatement les tuiles, elles ne sont pas directement accessibles. Pour les révéler,
déjà, il faudra aller faire une action de commerce. Ça veut dire que quand je serai dans un lieu où je peux faire du commerce, même si j'achète pas d'équipement, je peux, contre une pièce d'or, révéler toutes les tuiles que je n'ai pas encore révélées, des niveaux qui correspondent à mon niveau de réputation et inférieur. Donc là, moi j'en suis à 9 sur ma fiche de réputation, je pourrais révéler les 2 tuiles qui se trouvent ici, les 2 tuiles 9 qui me restent. Les autres, je les ai déjà révélées dans un tour précédent. Et ensuite, parmi ces tuiles de niveau, je pourrais en prendre une par niveau. Celle que je ne prends pas, je la sors du jeu. Je ne pourrais pas la récupérer. Par contre, je peux très bien déséquiper une capacité et en mettre une autre, mais à chaque fois, je vais repayer le coup, comme si je l'équipais pour la première fois, et celle-là restera disponible, d'accord ? À chaque fois, pour chaque niveau, j'aurai 2 choix. J'en garderai qu'un. Une fois que j'en aurai choisi un, l'autre, je ne pourrai plus jamais le prendre. Mais par contre, je pourrais très bien remplacer une des capacités par une autre. D'accord ? Donc on est limité en capacité, on a le droit qu'à une capacité par niveau, une fois qu'on a fait le choix, on ne va plus revenir dessus, et c'est comme ça qu'on va faire augmenter notre personnage. Donc on a notre personnage qui va augmenter en capacité, qui va changer ses équipements, et ce qui est bien, c'est que justement au cours de la partie, en fonction, parce que c'est aussi un jeu d'opportunité, en fonction des besoins que vous aurez, pour certains monstres, vous saurez qu'il faut faire vous avez besoin de plus de choses, de certains styles, changer votre style de combat, et vous allez pouvoir adapter votre personnage. Évidemment, plus les capacités sont hautes, plus les emplacements sont chers, et plus les capacités qu'on va prendre sont chères aussi. Mais elles sont puissantes. Donc par exemple ici, à savoir que les capacités, les armes, elles sont valables, je peux faire plusieurs attaques avec la même arme. Par contre, les capacités, c'est des one-shots. Ça veut dire qu'ici, quand j'utilise une capacité, hop, je la mets comme ça et je peux pas la réutiliser. D'accord ? Donc dans le combat, j'aurai le droit d'utiliser cette capacité une fois, celle-là une fois, mais il n'y a que mon arme après avec laquelle je pourrais taper plusieurs fois. Donc c'est intéressant aussi d'avoir des effets, soit par des gemmes, soit par d'autres équipements, qui permettent de récupérer une capacité utilisée, pour pouvoir la réutiliser plusieurs fois. Donc voilà, forcément ça va entraîner des combos à créer ou à chercher, pour que notre personnage puisse s'en sortir le mieux possible dans les combats. Donc c'est un côté super intéressant du jeu, c'est pas complexe du tout, les informations sont plutôt claires, et ça donne vraiment, c'est vraiment très sympa d'équiper son personnage, c'est visuel en plus, que ce soit en capacité ou en équipement, c'est super visuel, et je trouve ça plutôt bien trouvé. Je vous dis, la seule chose que je reproche au plateau joueur, c'est cette gestion des points de vie, où je mets un marqueur comme ça pour indiquer mon point de vie actuel, et le marqueur au-dessus du max de mes points de vie pour savoir à combien j'en suis. Après, on peut très bien remplacer ça par des cubes, mais évidemment, c'est des choses qui peuvent se déplacer, et on peut perdre l'information. Est-ce que ça n'aurait pas été mieux avec des dés ? Je sais pas. Toujours est-il que ça c'était pour l'action commerce. Donc le commerce, vous voyez que c'est plutôt fluide, c'est plutôt tranquille. On arrivera toujours à acheter quelque chose. Il faut quand même récupérer de l'or. Et l'or, vous le récupérez soit en faisant des quêtes, soit en revendant du matériel. Par exemple ici, j'ai récupéré, c'était un trésor. Donc j'ai récupéré un trésor quelque part. J'ai un coffre avec dedans, je peux récupérer. Soit je récupère une gemme de ce type-là. Alors j'ai pas d'équipement sur lequel j'ai un intérêt à avoir ce type de gemme, donc ça m'est pas très utile, mais je peux très bien revendre ce coffre pour 2 pièces d'or, pour récupérer 2 pièces d'or. Et quand vous faites le commerce, vous n'êtes pas limité, vous pouvez faire plusieurs fois chaque action. Donc vous pouvez faire plusieurs augmentations, plusieurs ventes, un peu tout ce que vous voulez. Le truc super intéressant aussi dans le jeu, c'est qu'on pourrait très bien se dire, ok, je pars en mouvement, je récupère tous les trésors que je peux, sauf que le fait qu'on soit limité à 3 emplacements au départ, sur notre personnage, fait que on va se poser des choix. Rapidement, on peut les combler, ces emplacements-là. Ok, on peut très bien se dire aussi, quand je récupère un équipement, celui que j'avais ici, je le défausse. Mais je le perds à ce moment-là. À ce moment-là, je l'ai perdu complètement. Donc voilà. Sachant qu'une fois qu'un emplacement d'un trésor a été utilisé, on peut pas revenir dessus, pour retrouver le trésor, forcément, ça vous pose un choix supplémentaire. Dans quel ordre vous allez faire les choses ? Est-ce que vous n'allez pas passer au marché ? Est-ce que vous n'allez pas faire d'abord quelques trésors, repasser au marché ? Mais est-ce que vous avez assez de pièces d'or pour acheter quelque chose ? Pour que l'action de commerce ne soit pas perdue ? Si c'est que pour revendre 2 choses, ça sert à rien d'aller faire du commerce. C'est intéressant si vous voulez faire évoluer votre personnage, si vous avez assez d'argent pour ça. C'est intéressant si vous pensez acheter un équipement au marché ou quelque chose qui vous est utile. Il faut vraiment optimiser chaque action que vous allez faire. À la limite, il n'y a que le combat où on se pose un peu moins de questions, parce que parfois le combat il est obligatoire si vous pensez passer par une case avec un monstre qui n'a pas été déjà éliminé, ou si vous voulez aller récupérer une récompense. Là, vous ne posez pas la question, vous allez utiliser l'action de combat, et vous allez faire le combat. Donc, Après, il faut être prêt pour le combat. Il faut avoir assez de points de vie. Vous allez quand même
est-ce que vous allez décider quand vous avez 5 points de vie d'aller sur le combat ou pas? Est-ce qu'il est risqué? Est-ce que, par exemple, dans cette configuration-là, j'irai pas faire un combat contre un monstre au niveau 2, c'est sûr. Il y a d'autres choses qui vont venir aussi en compte dans le combat, et on va voir ça après. Donc ça, c'était pour l'action commerce. Donc vous voyez que on n'a pas beaucoup d'actions, mais on a plein de choses qu'on va pouvoir faire avec ces actions-là. La dernière action, donc le combat, c'est plutôt, on verra ça après, mais la dernière action qui reste, c'est pour extraire du minerai. Donc extraire du minerai, il va falloir vous trouver sur des cases avec les 3 emplacements qu'on va avoir ici. Donc on va avoir les cases de montagne, comme ici, par exemple. Donc ici, j'ai un marqueur parce que j'ai éliminé le monstre, mais j'ai pas encore miné, j'ai pas encore fait d'extraction de minerai ici. Si jamais je fais l'extraction de minerai, je mettrai ce marqueur-là à la place de celui-là. D'accord ? Ici, c'est pour dire que moi, je suis déjà passé, il n'y a plus de monstre. Mais par contre, je peux aller faire l'action extraire du minerai. Et quand je l'aurai fait, je mettrai ce petit marqueur-là pour dire que c'est fait. Celui-là, je pourrais le retirer. D'accord ? À partir du moment où j'ai ça, c'est qu'il n'y a pas de monstre et que j'ai extrait le minerai, on ne peut plus y retourner. Alors, on peut plus y retourner. Ça, c'est pas vrai. Si jamais j'étais en multijoueur, un truc qui est sympa aussi dans le jeu, c'est qu'en multijoueur, ces zones-là, où vous allez, par exemple, libérer le monstre et puis faire l'action pour extraire du minerai, les autres pourront y aller aussi. La seule différence, c'est que vous, quand vous avez été là, vous avez éliminé le monstre, vous avez récupéré la récompense, vous avez extrait du minerai. Quelqu'un qui viendra faire l'extraction de minerai ici pourra le faire, et il vous payera 1 pièce d'or pour le faire. Donc ça, c'est sympa, parce que ça ne frustre pas les autres, ça évite qu'on bloque le jeu pour les autres, mais on a quand même la récompense. Donc ça vous fait une petite course, mais pas pour bloquer. Donc ça, je trouve ça plutôt bien comme méthode. Pour l'instant, c'est pas fait. On a seulement éliminé le monstre. Donc là, quand j'ai éliminé ce monstre-là, en plus de la récompense qui était sur la carte du monstre, j'ai récupéré 1 pièce d'or et une potion de soin. Ce qui est toujours très pratique. La potion de soin, ça vous fait gagner 2 points de vie. Donc extraire du minerai, ça va vous permettre d'aller prendre des tuiles qui se trouvent ici. Donc on a les différents types de terrains sur lesquels on va faire l'extraction. Ici, vous avez une mine, ici, vous avez un lac, et ici, vous avez la montagne. D'accord ? Donc, et en fonction de ce que vous aurez, vous allez récupérer différentes choses qu'on pourra revendre. Vous voyez, ça, par exemple, ça vous fait gagner de l'or et des points de réputation. Ici, vous avez différentes choses comme ça à récupérer. Donc, c'est pas à négliger non plus. D'accord ? Ici, on vous fait gagner 2 points de réputation ou 2 pièces d'or et une gemme de ce type-là, que vous pouvez équiper sur des armes. Donc voilà en quoi consiste l'action extraire du minerai. Ça vous permet de récupérer des choses, évidemment, qui vont permettre d'améliorer votre personnage. Je pense qu'on a fait un peu le tour des actions et de la façon de se dérouler le jeu. Alors, je sais pas si, avec cette présentation, ça vous donne envie, si ça vous fait voir à peu près comment ça fonctionne. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très fluide, très simple. Vous voyez qu'on a les 3 jetons. Le truc important sont les fameux 3 jetons qu'on a vus. Le combat, extraire du minerai, l'action de commerce, et puis le mouvement qu'on a en contrepartie si on ne fait pas l'action en dessous. Et avec tout ça, vous allez pouvoir naviguer sur cette carte. Vous allez pouvoir vous poser des questions. Là, je suis dans un début de nouveau tour. Alors, ici, moi, j'ai plus que 5 points de vie, donc je ne vais pas faire le fanfaron. Mais je pourrais très bien aller me déplacer ici pour faire une extraction de minerai. Donc, si j'ai pas l'intention de faire du commerce, je peux faire ça pour avoir 2 en déplacement. Faire une action pour extraire quelque chose ici, parce que j'ai encore des emplacements vides dans mes besaces. Ensuite, je pourrais très bien aller là. Donc, le fait d'aller ici va me révéler une tuile de terrain, et en plus, je pourrai récupérer un trésor. D'accord ? J'ai encore 2 emplacements vides, quoique là, avec mes trophées, peut-être pas. Mais si j'ai des emplacements, je peux aller faire tout ça. Et ça veut dire qu'après, je pourrais prévoir, dans le tour suivant, dans la manche suivante, peut-être d'aller faire du commerce pour aller me rééquiper à nouveau. Évidemment, tout ça consiste, d'une part, à augmenter votre réputation. Le but, quand même, c'est de rechercher et de la réputation. Tout ce qui vous donne des récompenses avec des étoiles, c'est de la réputation. Parce que ça vous permet aussi, pas que de gagner la partie et d'avoir plus de réputation, mais ça vous permet d'augmenter votre personnage. Donc c'est un peu l'effet boule de neige qui fait que plus vous aurez de réputation, plus vous allez être haut par rapport aux autres joueurs si vous êtes en multi. Et plus vous allez augmenter votre personnage, donc plus vous allez pouvoir atteindre certains objectifs. Combattre des monstres un peu plus forts. Et d'ailleurs, ça dans le jeu, c'est un truc qu'il faut réussir à trouver, c'est à quel moment vous basculez sur des monstres de niveau 2. Pourquoi ? Parce qu'ici, sur les monstres, vous avez ici la récompense. Mais la récompense, elle est valable que si votre niveau il est entre 0 et 15. Une fois que vous avez passé le niveau 15, cette récompense-là, vous ne la gagnez pas, même si vous éliminez le monstre. Vous allez gagner la récompense qui se trouve sur sa tuile,
mais pas la récompense de sa carte. Donc ça veut dire qu'à un moment, il faudra basculer, et il faudra basculer avant le niveau qui est indiqué ici. D'accord ? C'est pas au niveau 15 qu'on va se décider à taper les monstres de niveau 2. Faut le faire, là où j'en suis moi, au niveau 9, entre le niveau 9 et 12, il faut commencer à essayer d'aller tester un monstre de niveau 2. Donc les monstres de niveau 2, vous voyez qu'ici, les points de vie, c'est entre 8 et 10. Les dégâts qu'ils peuvent vous faire, c'est entre 2 et 5, donc il faut avoir quand même des points de vie sur soi. Moi, mon nombre de points de vie max, c'est 8. Étant donné que si jamais lui, ce monstre-là, il vous fait 5 d'un coup, il ne reste plus grand-chose, d'accord ? Alors, on va voir après les combats, vous allez voir comment ça se passe. Et par contre, lui, entre 0 et 35, il vous fait 4 points de réputation et une carte argent. Donc on va voir le combat, comment se déroule le combat. Alors je vais faire voir le combat solo, et vous expliquer après comment ça se passe en multi, parce que c'est un peu différent. C'est la grosse différence entre le multi et solo, ça va être il y a un petit setup de départ au niveau des tuiles qu'on utilise, mais c'est pas grand chose. Et ensuite, c'est la façon dont on gère les combats. D'accord ? C'est assez différent entre les deux. Donc pour le combat, en mode solo, il y a deux choses qui vont avoir lieu. Il y a ces fameuses cartes or et argent. Donc les cartes or et argent, c'est ça. On a les cartes or et les cartes argent. En quoi consistent ces cartes ? Ici, vous avez des effets qui peuvent être effectués par les monstres. Dans le cas où on est en multi, les monstres sont joués par les autres joueurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces cartes or et argent sont gagnées par les joueurs, et ils vont les utiliser contre vous quand vous ferez un combat contre les monstres. Donc ça donne un intérêt aux joueurs à faire un bon combat contre vous, et ça rehausse le niveau de combat. C'est-à-dire que vous n'allez pas jouer tout seul votre combat contre les monstres. D'accord ? Ce sera un autre joueur, vous choisissez deux fois le joueur, ou je ne sais plus si tous les joueurs peuvent participer. Mais du coup, vous allez avoir cette confrontation des monstres contre vous qui seront joués par les autres joueurs. Et là, vous avez un feeling très différent entre le combat en multi et le combat en solo. Déjà parce qu'au niveau des points de réputation en fin de partie, ça va jouer en fonction du nombre de combats que vous aurez gagné ou perdu. Et pareil, si les joueurs arrivent à vous éliminer, ils vont récupérer des marqueurs, un marqueur de votre personnage en fait, qui vont leur faire des points en plus en fin de partie. En mode solo, c'est différent. Alors, en mode solo, vous allez quand même avoir une gestion des cartes or et argent. En fait, à chaque tour, déjà à chaque manche, on va faire une réserve, enfin, il va exister une réserve de cartes or, une réserve de cartes argent pour les ennemis. À chaque début de manche, on place une carte argent. Dès que dans la réserve, il y a 4 cartes argent, on les change contre une carte or. D'accord ? Ensuite, le combat. Donc le combat, par contre ça sera pareil. Si je dois combattre un monstre, je vais en prendre un. Ici, je prends par exemple le sanglier. Admettons que je vais ici et je dois combattre un monstre niveau 1. Donc je prends la première carte du paquet de monstre niveau 1. Niveau 1, une seule épée. Ça me dit que ce monstre-là, il a entre 3 et 5 points de vie. Il peut me faire, pour chaque attaque, entre 1 et 3 de dégâts. D'accord ? Si jamais ma réputation, quand je gagne le combat, est entre 0 et 15, je gagne 1 point de réputation, 2 pièces d'or et 2 cartes argent. Alors en solo, en multi, l'intérêt de gagner des cartes argent, c'est évidemment pour faire les combats, pour les utiliser dans les combats contre les autres joueurs quand ils vont affronter des monstres. En solo, c'est pour gagner de l'or. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand j'aurai 4 cartes argent, je peux les changer contre, je crois, une carte de l'or. Et ça servira, ou alors ça pourrait me servir pour des quêtes qui nécessitent d'échanger des cartes argent. Voilà. Une fois que j'ai vu ça, je retourne la carte et je vois l'ennemi que j'affronte. Donc je vois qu'il a 4 points de vie. Donc c'était bien entre 3 et 5, 4 points de vie. Première information, l'ennemi va récupérer ça en fait. Il va récupérer une carte argent, un marqueur KO et un marqueur gare. Donc le marqueur gare il est là. Une carte argent, ça veut dire que je la pioche, elle sera valable pour le combat. Et un marqueur KO, il est ici. D'accord ? En plus de ça, par exemple, mon ennemi a déjà une carte or, je vais en prendre une autre, dans sa réserve. Donc ça veut dire que l'ennemi a une carte argent, une carte or, il a un marqueur gare, il a un marqueur KO. Je vois qu'ici, sur sa carte, quand il va faire une attaque entre 4 et 9, il va me faire 2 blessures. Quand il va faire une attaque de 10 ou plus, il va me faire 3 blessures. D'accord ? Qui vont être déduites de mes points de vie. Alors, comment ça se déroule ? Après le round de combat en solo, je crois pas qu'il diffère beaucoup c'est l'attaque du monstre qui diffère un petit peu, mais
normalement, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez une phase où vous pouvez vous soigner. Donc là, par exemple, je pourrais soigner si j'avais un équipement ou une capacité pour soigner mon personnage, je pourrais l'utiliser. Ensuite, le monstre fait son attaque. Ensuite, je peux me soigner à nouveau. Et ensuite, je fais mon attaque. D'accord. Mais avant ça, potentiellement, je pourrais utiliser une attaque d'initiative. L'attaque d'initiative, c'est quoi? C'est que je peux faire une attaque avant le monstre, en fait. Donc je vais faire une première attaque, ensuite le monstre fera son attaque, et après je ferai mon attaque normale. Donc l'attaque d'initiative, c'est seulement valable si vous avez il faut que j'en trouve une. Si vous avez une arme d'initiative qui est équipée, ou une capacité d'initiative. Alors je sais pas si j'en ai. C'est le petit symbole avec la hache qui est lancée, qui représente l'initiative. Donc ici, mon personnage n'en a pas vraiment. C'est pas un personnage qui peut attaquer vraiment en initiative. Mais je vais essayer de vous le faire voir. Hop. C'est si jamais vous aviez une arme avec ce petit symbole-là, ou une capacité. À ce moment-là, vous pourriez l'utiliser pour faire une attaque d'initiative, qui aurait lieu avant que le monstre ait le temps de réagir. Ça veut dire que potentiellement, vous pourriez éliminer le monstre ou lui diminuer énormément grâce à une attaque d'initiative. Ensuite, une fois que ça c'est fait, le monstre attaque. Donc en solo, comment ça se passe? On a un deck de cartes d'attaque qui va correspondre à un lancer de dés. Je tire une carte, et là je vois son attaque. Il fait 6. Alors ce que je fais, c'est que je place les 2 dés qui sont indiqués, qui font 6. Hop. J'ai bien 6 en attaque. Si je me réfère à sa carte de monstre, 6 en attaque, il me ferait 2 de dégâts. D'accord? Mais ça ne va pas s'arrêter là. Première chose, on regarde sur sa carte de combat. Je vais la mettre à côté pour que ce soit facile à lire. Ça, c'est le marqueur qu'il a. On regarde sur la carte ici s'il a des jetons, s'il utilise des jetons gare. Donc les jetons gare sont des jetons comme ça, qu'on va pouvoir utiliser de 2 manières différentes. Ici ça fait plus, et ici ça fait moins 2. Plus 2, moins 2 à l'attaque. Donc quand c'est indiqué comme ça sur sa carte, je regarde combien de fois je peux utiliser de marqueur gare. Ici il n'a qu'un seul marqueur gare qu'il a eu grâce à sa carte monstre. Il va pouvoir l'utiliser. Il va pouvoir en utiliser un. Et à quoi ça sert les marqueurs gare dans son attaque à lui? Ça me permet, s'il y a un dé qui est entre 1 et 3 inclus, de le relancer et d'ajouter 2 à sa force. Donc ça veut dire plus 2, plus le résultat du relancé. Donc là, je relance son dé. Bon, je vais en faire un petit peu, voilà. Admettons qu'il a fait ça. je me mets un peu dedans. Normalement, il avait fait 2, mais il a fait 6. Donc là, il a plus 6 comme il avait avant, mais il a 6 plus 4, 10, plus 2, 12. S'il avait eu un autre marqueur ici, s'il avait eu un autre jeton gare, et que ce dé-là avait été inférieur à 4, j'aurais pu le relancer et aussi ajouter 2. D'accord? Là, il ne l'a pas, donc je relance pas le dé, et j'ai pas d'ajout, j'ai plus de jeton gare. Donc là, il l'a utilisé. Donc là, il a quand même une attaque qui fait 12. Et 12, c'est différent, ça me fait 3 blessures. Ensuite, moi, je peux répliquer. Ça veut dire que si moi, là par exemple, j'ai des jetons gare, je peux les utiliser, alors je les utilise de ce côté-là, pour lui dire, ok, tu rejettes je choisis le dé qui va relancer, et je lui fais moins 2. Donc déjà le moins 2 va permettre d'annuler le plus 2 qui est ici, et de prendre en compte le nouveau résultat. Donc si je le fais, si j'utilise mon jeton gare, je peux dire, ok, je le fais, je relance le dé, bah là je vais garder le résultat que j'ai fait, c'est 6, donc ça n'a pas changé, il est toujours à 10. Par contre, son plus 2, il est annulé par mon moins 2. Donc là, il est passé à 10 au lieu de 12. Alors, c'est pas super intéressant parce que ça change pas du tout les blessures qu'il y avait ici. D'accord? Mais ça, je suis pas obligé d'utiliser. Déjà, il faut que j'en ai en réserve. Et je peux très bien garder les jetons garde pour mon attaque personnelle. Donc si je m'arrêtais là, je devrais enlever 3 points de vie sur mon personnage. Une fois que ça c'est fait, je passe à l'attaque de mon personnage. Donc l'attaque de mon personnage, elle va se baser sur les capacités que j'ai et sur les armes. Donc ça, c'est une arme. Je peux faire une attaque, je lance 2d6, et c'est pareil, j'aurai le bonus qui se trouve en face, je ferai un nombre de dégâts au monstre qui se trouve en face du score que j'ai fait. Si j'utilise cette capacité-là, bah, c'est pas la même chose, j'ai des résultats un peu différents. Je pourrais par exemple l'éliminer directement si j'arrive à faire 12 ou plus. Admettons que j'utilise ça, parce que ça c'est un one-shot, c'est une capacité. Donc ça veut dire qu'une fois que je l'aurai utilisée, je vais la mettre comme ça et je pourrais pas la réutiliser dans le combat. Seulement à la prochaine manche, ou si j'ai un effet qui me permet de redresser un marqueur. Donc admettons que je fasse une attaque avec mes mains ardentes. Je lance mes 2 dés.
Je mets 2 petits dés rouges qui correspondent au personnage. Et là, j'ai fait 6. Donc 6, si je suis ce qui est marqué sur ma fiche, ça fait 2 dégâts uniquement. D'accord ? Dans ma capacité, je peux décider moi aussi d'utiliser un jeton gare, côté plus, il faut faire plus 2. Je relance un dé, et là j'obtiens 4. Donc 4 plus 4, 8, plus 2, 10. 10, je suis passé au niveau supérieur qui est le 3 de dégâts. Je ne suis pas obligé de m'arrêter là. Je vois que si je passe au-delà de 12, je vais pouvoir l'éliminer directement, le monstre. D'accord ? Donc il m'aura fait beaucoup de dégâts, mais je l'aurai moi éliminé. Je peux utiliser ma capacité de concentration, qui me donne un plus 2 sur mes dés. Donc c'est pareil, quand je vais l'utiliser, je vais faire hop, c'est utilisé. Et à ce moment-là, 8 et 2, 10 et 2, 12, j'obtiens bien 4 de dégâts, et là j'aurai éliminé le monstre. Donc là c'est un exemple dans lequel j'ai pu faire qu'en un seul round, qui me fasse 3 dégâts, et moi j'ai pris que 1 dégât, et je l'ai éliminé du premier coup. À ce moment-là j'élimine le monstre, je récupère la récompense qui se trouve sur la zone où j'ai fait le combat, si j'étais ici. Donc ici c'est 2 cartes argent et 4 pièces d'or, plus les récompenses qui sont ici si j'ai la bonne réputation. Si je suis dans la fourchette de réputation, ce qui serait le cas, donc j'aurai 1 point de réputation, 2 or et 2 argent. Alors attention, en mode solo, gagner des cartes argent c'est bien, sauf que ça augmente les cartes argent de la réserve adverse. À chaque fois que je gagne une carte argent, il va en gagner une lui aussi. Donc là, si je faisais ce combat-là en gagnant, et si j'étais sur cette tuile-là, je gagnerais 4 cartes d'argent, bah lui aussi dans la réserve, je mettrais 4 cartes d'argent. D'accord ? Alors on va voir les cartes d'argent, à quoi ça sert pour lui, dans le cadre du combat. Mais voilà comment ça va se dérouler. D'accord ? Donc on a une phase d'attaque d'initiative, où si on a une arme qui permet de le faire, on peut essayer de choper le monstre plus vite, ou lui faire des dégâts plus vite. Et ensuite on a son attaque, mon attaque. Ici, je suis pas obligé d'aller chercher à faire le 4e point. J'aurais pu dire, je ne dépense pas mon jeton de gare. Là, c'est parce que j'avais la possibilité d'aller chercher. Mais si je vois que de toute façon, je n'arriverai pas à faire assez de dégâts, parce que mon jet de dés est trop pourri ou autre, c'est pas grave. Dans ce cas-là, je peux dire, tu fais que 2 de dégâts, et on fait un nouveau round. D'accord ? L'initiative ne fonctionne que pendant le premier round. Donc ici, et puis après, j'aurais refait un autre combat. Donc celui-là, j'aurais pas pu le réutiliser, mais j'aurais pu utiliser mon bâton de feu avec des dégâts pour le faire. Et après, utiliser n'importe quelle pièce d'équipement qui permet d'avoir des bonus. D'accord ? D'où l'intérêt de s'équiper, soit avec des parchemins, soit des choses qui vous donnent des bonus, soit des gemmes qui vous donnent des bonus aussi. D'accord ? C'est dans le combat que vous allez voir aussi tout l'intérêt de s'équiper correctement. Les jetons KO. Alors ici, c'est une carte qui n'en nécessitait pas, mais je vais essayer d'en trouver une où... Voilà, ici par exemple. Donc ici, j'ai une carte où il fait un score super faible, l'ennemi. Donc il avait ces 2 jetons comme ça. Moi, j'ai récupéré le mien. Il avait 2 jetons. Il fait 2. Donc 2 chez lui, ça le faisait... entre 4 et 9, il ne me touchait pas. C'est plutôt bonnard. Donc il commence quand même par utiliser son jeton gare. Donc là, entre 1 et 3, oui. Donc j'utilise un jeton gare. Je lance le dé, je le relance mieux. Voilà, il me tombe qu'il fasse 7. Plus 2, ça fait 9. Il arrive à me faire 2 points de dégâts. Ensuite, il y a un jeton KO. Il en a un, donc il peut l'utiliser. Le KO, comment ça se passe ? Si il a des cartes or, on va commencer par prendre des cartes or et on va les piocher jusqu'à ce qu'il révèle une carte de type différent. Donc là, c'est très simple. C'est qu'il fait une carte or avec... Et ici, c'est le nombre de cartes que vous avez pioché du même type, donc du type possession. Si jamais j'avais plusieurs cartes or et que j'avais pioché 2 cartes avec le même nom, on ferait cet effet-là. Là, il n'y en a qu'une, donc je vais faire cet effet-là. Et une fois que c'est fait, je passe aux cartes argent. D'accord ? Donc ça va donner quoi ? Ça va vous faire des effets sur le combat. Par exemple, ici, ça lui fait plus 3 sur son attaque. Ça fait plus 2 sur toutes ses attaques, et ça, c'est un effet permanent sur tout le combat. C'est-à-dire que le plus 2 là sur son attaque, il va l'avoir pour tout le combat. Alors pourquoi il y a un petit personnage ici ? C'est parce qu'il y a des cartes possession qui sont pour le mode multi et d'autres pour le mode solo. Mais ici, ça veut dire que c'est un effet permanent, et pendant tout le combat, donc cette carte-là, on la laissera au-dessus, il aura toujours le plus 2. Et en plus de ça, pour ce round-là, il aura l'effet qui est ici, l'effet une carte, il va gagner un jeton, gagner un jeton KO, c'est-à-dire qu'au round suivant, il en aura encore un,
plus 3, donc il aura plus 5 en tout, et une carte argent. D'accord. Donc voilà, ça va être des effets de combat supplémentaires qui vont venir vous pourrir. En fait, ça va venir compenser en quelque sorte vos équipements et vos effets à vous. Et c'est pareil, alors, si jamais j'avais plusieurs cartes argent, je pioche, et dès que c'est une carte différente, bah, la carte qui est différente, je la remets en dessous du paquet, et je garde que celles qui ont été tirées qui sont du même type. Donc si j'en tire 2 de suite du même type, donc forcément plus dans la réserve il y a de cartes argent ou de cartes or, bah, plus vous avez de chances que l'effet il soit plus important. Par exemple, si on a tiré 3 cartes du même type, alors c'est pas 3 cartes or, hein, c'est 3 cartes possession comme ça, à ce moment-là, il va gagner 2 marqueurs KO, il va faire plus 8 sur son attaque, et gagner 2 cartes or dans la réserve. Et ça, pour tout le round. Enfin, pour tout le combat, plutôt. Jusqu'à la fin du combat, il aura plus 2 à son attaque. Donc voilà. Donc ça veut dire qu'il va faire plus facilement 3 de dégâts à chaque round que moins. Donc quand ils n'ont pas trop de points de vie, ça va encore. C'est gérable. Si vous arrivez à faire beaucoup de dégâts, c'est quand même gérable. On n'est pas forcément... Mais on peut perdre beaucoup de points de vie. Contre des monstres plus forts, les cartes argent et or peuvent vous faire mal. Donc voilà à quoi servent les cartes argent et or en association avec les jetons KO en mode solo. Et donc je vous rappelle, c'est que les cartes argent et or, en mode multi, c'est les joueurs qui les gagnent, et c'est eux qui vont s'en servir. D'accord ? Donc si un joueur dans sa réserve, il a 2 cartes identiques comme ça, il peut dire « Ok, je vais jouer ces 2 cartes-là, ça fait cet effet-là. » Et là, forcément, vous n'aimez pas les autres joueurs à ce moment-là. Sur cette carte-là, qui est une carte argent, quand on en a une, ça fait moins 3 à votre jet de dés, ça veut dire qu'en fait, cette carte-là va agir sur votre jet à vous. Et s'il y en avait 2, ce serait moins 4, et en plus une blessure. D'accord ? Les symboles qui sont ici, c'est pour indiquer si c'est avant le tour du joueur, ou avant et après le tour de l'ennemi. D'accord ? Le loup, ça représente les ennemis. Ça sera avant ou après le tour du joueur. Donc là, ça vous fait moins 3 sur en amont de votre attaque. Donc voilà comment fonctionnent ces cartes argent et or. Et comment fonctionne le combat aussi. Donc vous avez beaucoup d'ennemis qui ont différents effets, et ça rend... Je trouve que le combat est plutôt intéressant dans ce type de jeu. On est sur plus que du lancer de dés. Je le trouve intéressant parce qu'il n'est pas très long. Vous allez faire... je pense dans la plupart des cas, vous allez faire 3 rounds. 4 rounds peut-être max. Vous allez utiliser beaucoup de choses dans les premiers rounds pour pouvoir éliminer le plus vite votre ennemi. Donc rechercher les équipements pour l'initiative, pour les attaques d'initiative, ça peut être intéressant. Ça peut être coûteux aussi, faut faire attention. Et surtout avoir des effets pour redresser éventuellement les équipements, ça devient intéressant aussi. Donc vous voyez que du fait du déroulement du combat, ça va vous amener à faire des actions qui ne sont pas forcément en direction de la quête principale, mais qui vont viser à améliorer votre personnage et à lui garantir de survivre au combat. Pas forcément de les gagner toutes, enfin les gagner si vous survivez, vous gagnez le combat, si vous faites tomber l'ennemi à 0, mais c'est surtout de pouvoir résister à des choses qui sont assez lourdes. Quand vous avez des effets avec des cartes permanentes sur les cartes argent et or, c'est très difficile. Avoir plus de tout le temps, sur un ennemi comme ça qu'on vient de voir, c'est pas compliqué, sa plus grosse attaque c'est 3, mais sur des ennemis plus importants, ça devient problématique. Et évidemment, le nerf de la guerre, c'est aussi les jetons de gare, surtout sur les premiers combats. Donc les jetons de gare, on n'en récupère pas souvent, on peut les gagner parfois sur des lieux ou sur des monstres. Ici par exemple, il y a un monstre, si je l'élimine, vous voyez peut-être pas ici, mais ici, là, sur cette tuile-là, si je gagne le combat contre un monstre de niveau 2, je gagne 4 pièces d'or, une potion de soin et un jeton de gare. C'est très très intéressant. Les jetons de gare, je peux aussi les en récupérer, en acheter ici. Mais ce sont les seuls endroits où je peux en récupérer. Alors dans le jeu, il n'y a pas d'élimination de personnages, de joueurs. C'est-à-dire que vous pouvez mourir. À ce moment-là, vous vous retrouvez au monastère, et vous allez récupérer des jetons de gare, vous allez récupérer votre vie, et vous repartez d'ici. En fait, ça vous fait perdre du temps. Puisque de toute façon, on l'a vu, le nerf de la guerre, ça va être le temps que vous perdez, et les actions que vous allez faire vous font perdre du temps, donc vous essayez d'optimiser au mieux vos actions, et ce que vous allez pouvoir faire, gagner, et ainsi de suite, puisque ça reste entre guillemets une course. Alors en solo un peu moins, c'est une course contre le temps, et puis on cherche l'objectif, mais en multi ça peut être ça. Parce que forcément, si vous êtes revenu au monastère, vous êtes éloigné peut-être des lieux qui n'ont pas encore été visités, de certains trésors, des monstres plus intéressants, des objectifs, et ainsi de suite. D'accord. Donc c'est tout ça, c'est ce mélange complet, je trouve qu'il est vraiment complet et bien foutu, qui fait qu'on prend plaisir à jouer à Eussia. Que ce soit en multi et en solo. Le ressenti n'est pas le même en multi et en solo. Vous avez vraiment, de par le combat, vous avez un ressenti différent. Vous pouvez être dégoûté en combat en multi. Moi, ça a été mon cas. parce qu'en fait, vous n'allez pas vraiment attaquer l'autre.
vous allez attaquer un monstre qui se trouve sur le terrain. Et en fait, c'est l'autre joueur qui va se prendre un malin plaisir à utiliser les cartes qu'il a gagnées pour vous mettre des bâtons dans les roues pendant le combat. Donc c'est vraiment un ressenti un peu différent. En jeu solo, la variante coop, j'ai pas essayé en mettant plusieurs joueurs, mais en jeu solo, je trouve aussi super agréable. Parce que les fluides, une fois que c'est en place, une fois que vous avez fait le setup, qui est la partie la plus longue peut-être pas du jeu, parce que la partie peut durer, mais c'est très fluide, et c'est très simple, et on est dans le jeu, quoi. On n'est pas à revenir sur les règles, comment ça fonctionne. On va aller voir les règles ou les annexes, pour voir un détail sur une tuile, un bâtiment, une quête, parce que c'est pas les choses qu'on voit tout le temps, c'est pas une règle de jeu. Mais vu que le livre de règles et les annexes sont très bien faites pour retrouver l'endroit où il faut aller voir, vous ne perdez pas de temps. Et donc le jeu est très fluide, très agréable, se renouvelle facilement. C'est-à-dire que si je refaisais le même scénario, ce serait pareil. Ce serait aussi simple, aussi agréable. Et j'aurais pas l'impression de faire 2 fois la même aventure. Parce que la disposition des tuiles, la façon dont vous allez explorer va changer, forcément. Donc là, on est sur un scénario, je suis sur un scénario qui est plutôt simple. Dans ses objectifs, je dois retrouver 2 artefacts qui se trouvent sur une tuile particulière, enfin sur des tuiles particulières, et les ramener au monastère. Et ça avant la fin du tour 20. Donc ça veut dire qu'il faut que je continue à explorer pour écluser les tuiles pour trouver ces fameux bâtiments. Il y en a un au niveau 4, il y en a un au niveau 5. Je le sais par avance, mais il faut quand même aller explorer pour le faire. Et forcément, ce sont des lieux souvent qui vont avoir des monstres, peut-être de niveau 2, peut-être de niveau 3. Il faudra que je sois prêt pour affronter ces monstres, pour pouvoir les éliminer. Pour pouvoir aller atteindre le bâtiment et récupérer l'artefact. Et ensuite les ramener au monastère. Et ça veut dire aussi prendre des emplacements sur mes besaces, et donc forcément voilà, il y a tout ça qu'on gère. C'est pas grand chose, c'est que des petites choses faciles à se rappeler parce que c'est très visuel, mais c'est ce qui fait aussi le sel du jeu. Vous avez d'autres scénarios où vous avez par exemple, il y a un scénario où il y a un... Alors je parle pour les scénarios qui sont intéressants en termes de solo de coop, c'est vous avez un scénario où vous avez un golem fou qui va détruire des cases par exemple. Donc il va remplir des cases avec des hexagones détruits. Et donc ça va avoir un effet particulier sur le plateau, ça va vous éliminer les emplacements, même quand vous ne serez pas passé dessus. Donc vous allez avoir un type de jeu différent, et c'est pareil, c'est un scénario qu'on pourra jouer plusieurs fois, sans jamais se lasser non plus. Et en ça, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, je vous ai fait le topo sur la façon dont ça se jouait, et le ressenti qu'on pouvait avoir. Les bémols que je peux mettre dessus. Le plus gros point du jeu, ça va être quoi ? Je vais dézoomer un peu. Je vais plutôt m'enculer. Donc ça vous prend un peu de place. Là je suis en mode solo. Le terrain commence à prendre un peu de place. Il y a encore toutes les tuiles là-bas à découvrir. Donc ça va prendre un petit peu de place, je pense, sur cette surface-là. Forcément, à 2 joueurs, vous aurez un peu plus de tuiles. À 3 joueurs, un peu plus. Et à 4 joueurs, un peu plus. Je ne le conseillerais pas à 4 joueurs, je crois. Ça me paraîtrait un petit peu long. À 3 joueurs, ça peut être bien sympa. À 2, ça l'est aussi. Je vous rassure, à 2 aussi. Et en solo, ça marche très bien. Le setup peut être un peu long. Pourquoi ? Pas parce que c'est complexe. En fait, je vais vous faire voir un scénario. Je vais vous faire voir une mise en place. Alors, dans les scénarios, c'est pareil. Il y a 8 scénarios, mais en fait, ils sont tous. Il y en a 2 ou 3 qui se ressemblent un petit peu. Mais il y en a 2 ou 3 aussi qui sont vraiment particuliers, qui ont des tuiles particulières, qui ont une variante à la fin, un adversaire à affronter, et ainsi de suite. Après, ça reste un jeu où on est parfois entre le semi-coop, parce qu'on a des objectifs communs, mais on veut être le premier. Donc, moi j'aime bien quand c'est soit vraiment purement coop, soit purement compétitif. Ici, vous avez la mise en place, qui vous est expliquée, l'objectif qui va dépendre du nombre de joueurs. Ici, je dois retrouver 2 artefacts. Et ici, la partie les règles spéciales, potentiellement. Et ici, la mise en place. Donc, vous avez le type de tuile ici. Le chapitre, donc les chapitres 1, 2, 3, 4, 5, c'est le niveau des tuiles en fait. Et à chaque fois, on va vous dire, bah voilà, pour le nombre de joueurs, vous mettez tant de tuiles. Donc à un joueur, il y a un truc particulier, c'est que les tuiles fixes sont toujours les mêmes. Donc sur les 3 tuiles fixes qu'on peut avoir, on n'en prend que 2. C'est la règle particulière en mode solo. Puis sinon après, c'est pareil. Et après, ça vous donne le nombre de tuiles, bah voilà. De niveau 2 de ce type-là, il y en a 3, et ainsi de suite. Et ça vous fait là votre pile de découverte. Donc vous la mélangez par niveau. Vous les mettez du niveau le plus faible au niveau le plus fort, et voilà. Donc forcément, ça prend un peu de temps, parce que il faut d'abord avoir bien rangé ces tuiles par type, par niveau, pour pouvoir aller plus rapidement sur ce truc-là. Et ensuite, mélanger les tuiles, c'est jamais très cool. Mais c'est ce qui permet d'avoir un setup différent à chaque fois, c'est ce qui permet d'avoir de la rejouabilité. On peut pas avoir la rapidité d'un jeu vidéo
sur ce type de truc si on veut avoir un décor qui se change, si on veut avoir une mise en place différente. Je viens de voir que j'ai un golem de feu que je n'ai pas mis en place là-bas au bout. J'ai pas mis le golem. Alors après, la zone où j'étais n'était pas impactée, mais il faut que je mette le golem de feu ici. Au niveau du... Alors, il y a cette mise en place là, et vous avez évidemment les piles pour les trésors, pour l'extraction de minerais et pour le marché. Bah, étant donné qu'à la fin d'une partie, vous allez avoir forcément des sets, soit des sets d'armure qui existent dans le jeu, hein. Vous pouvez avoir des sets d'armure qui vous donnent des bonus. Donc c'est là, il faut aller les chercher quand même. Vu que vous allez avoir peut-être des tuiles qui vont être regroupées parce que ce seront des tuiles intéressantes, bah, vous allez remélanger vos différentes piles, donc ça peut prendre du temps de mélanger des tuiles comme ça. D'accord, c'est des tuiles carrées, faut les mélanger, c'est pas toujours pratique, et il y en a beaucoup à faire. Donc ça peut être un truc à faire. Alors moi, ce que je fais, c'est que je mélange à la fin d'une partie. C'est-à-dire quand je range le jeu, je mélange, je sais que la fois suivante, c'est mélangé, et donc c'est plutôt rapide. La solution qui pourrait exister, c'est qu'à chaque fois, vous pourriez dire, ok, bah, je prends la pile de tuiles, je la mets dans un sac, je mélange, et je tire au hasard. Ça vous évite de mélanger. Et puis, mais ça vous dit que ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez faire votre marché haute, vous allez prendre toutes les tuiles, les mettre dans un sac, les piocher et ensuite les remettre dans la boîte. Donc c'est pas, je sais pas si on y gagne beaucoup. Ce sera à essayer. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Moi, ce jeu me plaît parce que déjà, moi, je me suis remis hier, on s'y remet rapidement. J'ai relu les quelques points de règles qu'on me rappelait un tout petit peu pour les actions que je pouvais faire, et puis rapidement, c'est revenu. Rapidement, on revient dedans, on revient sur le plaisir pur du jeu. Le matos c'est de super bonne qualité. Normalement, il y avait une possibilité d'avoir des pièces métalliques, mais moi je l'ai pas pris. Il y avait possibilité d'avoir des dés custom. Moi, c'est des dés tout simples de couleurs pour les personnages. Je l'ai pas pris non plus. Alors, je l'ai pas pris parce que j'avais pas la capacité, j'ai pas pledgé le premier KS. J'ai récupéré ça sur la boutique de l'éditeur, de la première version. Pour le second KS, je crois que les dés custom ils seront d'office dans le jeu de base. Les pièces, je sais pas si elles seront en add-on, elles seront peut-être dans le pack de luxe. Vous aurez toutes les figurines pour le jeu. Ils ont arrêté de faire la séparation standees et figurines. De base, ce sera toutes les figurines dans le jeu. Vous aurez les golems, c'est-à-dire que pour les golems, vous n'aurez pas les standees comme ça, ou peut-être qu'ils seront en plus, mais vous aurez des golems en acrylique qui ont l'air super bien. Que je pourrais pas récupérer moi, par exemple, à moins de repayer l'extension $34, je crois, mais j'ai pas envie. Enfin, pour l'instant. Et après, ça a de la présence sympa sur le plateau. Est-ce que c'est utile ? Je suis pas sûr. Les figurines, je les trouvais plutôt bien, et ça permettait de faire ressortir les héros par rapport aux élémentaires. Mais sinon, les standees sont très bien aussi. Au niveau du matos, on a des cartes qui sont plutôt de bonne qualité, elles sont assez épaisses, je crois que c'est un peu toilées. Ouais, elles sont toilées. Pour moi, c'est largement du niveau de Mage Knight en termes de qualité, Mage Knight VO. Je sais pas si la VF était bien. Les tokens sont très bien. Au niveau des rangements, moi j'ai fait mes rangements particuliers pour que tout rentre correctement et que ce soit pratique à sortir. Parce qu'en fait, ils ont fourni des boîtes comme ça, qui sont bien, hein. Sauf que déjà le dessus, faut le mettre de côté parce que c'est un peu gonflé, donc ça permet de mettre plus de pions, mais il sert à rien le dessus, je peux pas mettre de choses dedans, je peux pas le ranger en dessous non plus. Et j'ai trouvé que c'était pas tout le temps pratique pour toutes les ressources qu'on a ici, pour tous les types de gemmes, c'était pas ce qu'il y avait de plus pratique. Donc là, moi, mon petit plateau, il est très pratique. Je l'aime beaucoup. Truc très important, si vous prenez le jeu, prenez tout ce qui est organizer, c'est-à-dire tout ce qui est boîte comme ça, qui permet de ranger les pions, et donc vous les avez pour le jeu. Mais surtout, une fois que vous avez terminé, vous pouvez le remettre dans la boîte et c'est fermé. D'accord ? Donc déjà, c'est super sympa au niveau du look, mais ça vous garantit que vos pions ils sont rangés, et quand vous ressortez le jeu, vous les mettez en place, vous retirez ça, et c'est déjà en place. D'accord ? Donc ça, c'est pas mal, et en plus, ça rentre dans la boîte. Donc c'est très utile, et ils vont faire un rangement pour les cartes. Pour l'instant, les cartes, il n'y avait pas de rangement, et moi, j'avais repris le carton de l'extension, qui était juste suffisant, enfin, qui était bien suffisant pour mettre toutes les cartes dans des pochettes plastiques et les mettre dessus. Et ça tenait dans la boîte principale. Mais là, dans la nouvelle campagne KS, ils font des rangements, il y a des rangements en plus pour les cartes. Donc ça peut être bien sympa, je pense. Ah oui, si, je voulais terminer par l'édition, en fait. Donc c'est une VF. On a le jeu entièrement en VF. C'est pas seulement quelques composants. Le jeu, il vient avec donc le livret de scénario, en VF.
le livret de règles. Donc vous voyez que vous avez une table des matières, donc c'est super simple, hein. Monstre, élite, mode solo, mode coopératif, vous retrouvez tout super rapidement. Action gratuite, décompte final, vous avez vraiment tout. Vous avez un index, c'est tout, c'est vraiment super bien fait. Je crois que c'est un des rares jeux comme ça qui sort d'un KS, une KS première version, en français, sur lequel j'ai pas trouvé de problème de traduction ou de choses qui m'ont paru bizarres et qui étaient bien agencées. C'est-à-dire que la règle de VO doit être bien agencée, la règle de VF est très bien. Et vous avez aussi un annexe avec tout le détail des composants. C'est-à-dire que par exemple pour les quêtes, voilà, je vais voir 44 rencontres, 21. Si les icônes ne vous suffisent pas, 21 c'est ici, voilà, ça vous dit 4 rencontres, ok, voilà les différents pour les rencontres du chapitre 1. Ça vous explique en détail les différentes quêtes. Donc voilà, ça vous allez pouvoir vous y faire référencer quand vous avez besoin, parce que déjà, on y va rapidement. Pareil pour les pouvoirs des élémentaires, les essences, tout ça. Les différents personnages aussi. Vous avez les explications des pouvoirs des différents personnages. Et en plus, pour les personnages, vous avez une feuille de rappel, et c'est pareil, c'est traduit aussi, hein, avec les différents pouvoirs que vous allez pouvoir débloquer. D'accord ? Donc c'est pas la peine d'attendre de voir les pions pour savoir ce que vous allez avoir comme pouvoir. Vous savez à l'avance pour quel niveau vous allez avoir tel pouvoir. Donc ça, c'est pas mal fait aussi. Et l'édition est vraiment bien faite, et entre l'index et le sommaire, vous avez tout ce qu'il faut pour retrouver l'info rapidement quand vous en avez besoin. Je répète encore, hein, on y va. Je vais plus dans les règles pour savoir comment se joue un point de règle. J'y vais justement pour savoir telle quête, comment ça se joue, parce que l'on la voit pas souvent. C'est-à-dire tout ce qu'on va pas voir souvent dans le jeu, on va s'y référencer et on va trouver l'information hyper rapidement. Et de nos jours, je trouve ça super important. Il y a tellement de jeux où c'est pas forcément le cas, on retrouve pas l'information rapidement, que ça vaut le coup d'être souligné. Surtout en VF. Surtout en VF sur un jeu qui a quand même une bonne taille, quoi. Le jeu n'est pas complexe. Vous voyez que les actions, la façon dont ça se déroule, c'est pas complexe. Et c'est aussi un des grands points forts du jeu. Accès immédiat, plaisir immédiat, et un intérêt même sur du long terme. Alors, attention, la campagne KS est super chère. Je trouve que le jeu est vraiment très très cher. Alors, je ne sais pas de savoir si ça les vaut ou pas. Je sais que par contre, c'est un jeu qui peut rester sur une table très longtemps, ou qu'on ressort très facilement, qu'on met en place malgré tout rapidement, une fois qu'on connaît le jeu. C'est plutôt rapide. Si on est bien organisé, ça se met très vite en place. Et je préfère avoir ce jeu-là qui coûte cher avec des extensions qu'un autre jeu avec plein de figurines. Est-ce que je pourrais citer un exemple ? Par exemple, Deep Madness. Deep Madness, je vais citer un exemple que j'aime bien. Deep Madness, j'aime beaucoup ce jeu. Il prend aussi beaucoup de place. Il n'est pas beaucoup moins cher, je pense. Alors, je ne fais pas la comparaison de prix par rapport à ce qu'il y a comme figurine, comme matériel. Mais je sais que Eussia, je vais jouer sûrement plus souvent. Pourtant, j'adore Deep Madness. Mais je vais sûrement jouer à Eussia beaucoup plus facilement et beaucoup plus souvent qu'à Deep Madness, par exemple. Et il y a d'autres jeux qui ont plein de figurines, des jeux Cool Mini Ornode, par exemple, qui ont plein de figurines et qui sont très chers, auxquels je vais jouer moins souvent que Eussia, par exemple. Donc voilà, je voulais vous présenter ça. Vous ferez votre choix sur la campagne KS, je peux pas vous obliger à pledger, mais si le style de jeu vous plaît, vous ne ferez pas une erreur avec Eussia. C'est vraiment, je pense que Eussia, ça reste une question de budget. C'est vraiment le budget qui peut vous déterminer si vous êtes intéressé ou pas. Après, vous ne ferez pas une erreur, c'est pas un mauvais jeu, pas du tout. C'est un bon jeu, on peut ne pas accrocher, il y en a qui n'ont pas accroché au jeu. Moi, je le trouve très très bien. Il y a beaucoup de comparaisons avec Mage Knight du fait des tuiles, peut-être du fait qu'il soit un petit peu euro dans sa progression ou autre. Moi, je trouve pas tant que ça, euro. Je trouve plutôt... il est assez chaotique, il a la dose de chaos qu'il faut pour être sympa. Il reste intéressant en solo. Et dans l'extension, on aura des choses supplémentaires pour le mode coop solo, pour le mode compétitif aussi, au niveau des cartes argent et or, ils ont fait des suppléments. Mais bon, vu que les cartes argent et or, on les récupère aussi en mode solo et que ça devient des challenges que l'on affronte, c'est pas mal aussi. Donc voilà, si rien que le jeu de base est suffisant, après je vous dis, je crois qu'il y a une grosse communauté, j'ai pas été revoir les scénarios qui ont été faits depuis la fin de l'année dernière, mais j'avais récupéré un scénario qui s'appelait qui était dans le monde du sorceleur, je crois. C'est la Strige, un truc comme ça, qui était sympa, c'était pas fou comme scénario, mais c'était très sympa. Et vous allez voir qu'une fois que vous avez fait vos premières parties, vous allez pouvoir imaginer rapidement aussi des scénarios.
On peut très bien s'imaginer des scénarios où, tiens, il faut aller récupérer un artefact à cet endroit-là, et après trouver tel bâtiment. Et voilà. Et en 3-4 points, en 3-4 objectifs, vous faites un scénario qui est un peu plus évolué, qui devient intéressant en solo et en coop, et qui pourrait rester intéressant en compétitif, tout en ayant ce moteur de jeu qui va marcher tout le temps de toute façon, qui fonctionnera tout le temps, parce que vous aurez votre évolution de personnage. Vous pouvez faire commencer vos personnages à un niveau plus haut pour accélérer la partie, par exemple. Moi, dans mon scénario, c'est un scénario qui se joue en 20 tours. Mon personnage commence avec 20 pièces d'or et avec un niveau de réputation de 5, par exemple. Ça veut dire que, potentiellement, dès que je suis allé j'ai fait un combat, je suis passé au niveau 6 ou 7 de réputation. Je suis allé dans un comptoir commercial, là, chez un marchand. J'ai pu faire révéler toutes les tuiles qui étaient jusqu'au niveau 6, et puis commencer à alimenter mon personnage. Donc ça vous donne un point d'accélération potentiel aussi. Il y a des règles dans le jeu pour pouvoir augmenter la difficulté si on a envie. Voilà, plein de choses. On peut faire ce qu'on veut du jeu. Il a un très très bon fond, un très bon système de jeu. Et je pense vraiment que c'est un jeu plaisant et un bon jeu. C'est vraiment un bon jeu. Moi je l'aime beaucoup. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Eussia Torment of Resurrection. Ciao, ciao.